Jiro était un garçon apparemment ordinaire vivant dans le Japon moderne, mais un jour, il réalisa qu'il pouvait parler aux animaux, et le monde ne fut plus jamais le même. Il avait l'habitude de se battre avec les autres garçons qui le harcelaient à l'école primaire, prétendant qu'il était une sorte de phénomène, mais Jiro n'était pas du genre à reculer et finissait par se battre avec eux un jour sur deux. Un jour, il rentra d'un autre combat à l'école et s'assit à côté de son chien de famille, Naché, qui lui demanda gentiment s'il s'était encore battu. Jiro répondit que les garçons à l'école l'avaient traité de phénomène, donc il n'avait pas eu d'autre choix que de se battre. Naché lui parla d'une voix calme, affirmant qu'il ne devrait pas prendre leurs paroles à cœur, car un jour il réaliserait à quel point le pouvoir qu'il possédait était véritablement incroyable. Plusieurs années passèrent, et Jiro était maintenant un jeune homme solide, mais une chose n'avait pas changé du tout, sa capacité à se battre pour absolument aucune raison. Il s'approcha de 3 voyous du lycée sous un pont, qui l'avertirent que leur Sanpé était le chef de la Ligue des démons, mais Jiro semblait complètement indifférent en se curant le nez et répondit qu'il s'en fichait et que son Sanpé n'était qu'un crétin et rien d'autre. En entendant cela, le voyou s'énerva et essaya de frapper Jiro, mais il était trop rapide pour lui et esquiva facilement le coup avant de faire tomber l'homme dans la rivière d'un coup de pied. Les 2 autres garçons eurent un peu peur, se demandant quel genre de mouvement de ninja c'était, mais Jiro n'était pas du genre à reculer facilement et se moqua également des 2 autres, les forçant à se battre. Tous 2 décidèrent de l'attaquer ensemble, mais ils ne firent pas le poids face à Jiro, qui les surpassa facilement et les envoya tous courir, battus et trempés. Soudain, Jiro entendit la voix de quelqu'un derrière lui, le remerciant pour l'aide, et il se retourna pour voir un corbeau et un chat s'approcher de lui. Le chat le remercia à nouveau, affirmant que ces voyous leur causaient beaucoup de problèmes dernièrement, mais le chat était plus inquiet pour Jiro, car les voyous pourraient décider de se venger de lui tôt ou tard. Jiro leur dit de ne pas s'en faire, car il savait comment gérer ce genre de situation. Sur ce, il leur dit au revoir et retourna vers sa maison. Il trouva son père qui l'attendait, et qui devina immédiatement que Jiro s'était encore battu. Il se mit à crier après lui, affirmant qu'il ne lui avait pas appris l'art du ninja pour qu'il agisse comme un voyou sans valeur et frappe les gens. Jiro s'énerva et répliqua, affirmant que plus personne ne se souciait des ninjas et que ce n'était qu'une perte de temps. Cela mit son père en colère, et il lui lança des pointes de lancer par colère, que Jiro esquiva rapidement. Son père sortit un katana et lui dit que c'était un héritage familial transmis par leur lignée depuis l'époque d'Edo, quand leur famille l'avait reçu du shogun lui-même pour sa bravoure sur le champ de bataille. Il dit à Jiro d'agir comme un adulte, car c'était lui qui perpétuerait leur lignée familiale, mais Jiro ricana devant son père, affirmant que l'épée devait être une réplique inoffensive et rien d'autre. Cela mit son père en colère, et il dégaina la lame, prêt à montrer à son fils à quel point l'épée était réelle, tandis que Jiro courait partout en implorant son pardon. Après que tout fut dit et fait, le père força Jiro à tout nettoyer et lui dit qu'il allait à la réunion de l'association municipale et ne rentrerait pas avant tard dans la nuit, alors il devait verrouiller les portes avant de dormir. Jiro murmura qu'il n'était pas un enfant quand soudain le corbeau de tout à l'heure réapparut et cria à Jiro qu'ils avaient une urgence. Il affirma qu'un chat dans les bois semblait être dans un état terrible et guida rapidement Jiro à travers la forêt, où il trouva le chat allongé sur le sol dans une flaque de sang. Jiro réalisa que le chat était encore vivant d'une manière ou d'une autre et se demanda ce qui avait pu causer cela. Il appela le chat, essayant de s'assurer qu'il était toujours vivant, et soudain, quelque chose se produisit à l'intérieur de l'âme du chat, il semblait qu'un être démoniaque venait de se réveiller. Jiro ramena le chat à la maison et le soigna suffisamment pour qu'il retrouve lentement ses forces et ouvre enfin les yeux. Jiro entra dans la pièce avec de la nourriture pour chat et remarqua que le chat semblait avoir passé le stade le plus dangereux et devrait maintenant aller bien. Il demanda au chat quel était son nom, affirmant que même les animaux errants avaient leur propre nom, et le chat répondit sarcastiquement que même s'il lui disait son nom, les humains étaient trop stupides pour comprendre une autre langue. Sans qu'il le sache, Jiro était capable de comprendre le langage animal, et cela effraya le chat, qui se cacha sous le lit, refusant de sortir. Jiro essaya d'amadouer le chat pour le faire sortir, affirmant qu'il savait que le chat était peut-être un peu surpris, mais qu'il ne devait pas s'inquiéter, car Jiro était complètement inoffensif. Le chat chercha une quelconque énergie spectrale mais n'en trouva pas, ce qui signifiait que Jiro était juste un humain normal, mais il ne comprenait pas comment diable il pouvait comprendre le langage animal. Jiro décida finalement d'essayer une autre méthode et sortit son arme secrète, qui était des friandises pour chat. Il ne fallut pas longtemps pour que le chat sorte et commence à engloutir le repas, tandis que Jiro s'asseyait à côté de lui, satisfait de lui-même. Après avoir fini le repas, le chat regarda Jiro, affirmant qu'il n'était pas un chat, mais un immortel nommé Rago. Les gens l'appelaient aussi un mononoke. Jiro était confus, de quoi diable parlait le chat? Mais Rago expliqua que les mononoke étaient des êtres magiques qui pouvaient prendre la forme d'un humain ou d'un animal à volonté, et la plupart des humains n'en avaient aucune idée. Certains vivaient parmi les humains, tandis que d'autres préféraient vivre en solitaire dans les montagnes ou les bois. Jiro demanda comment il avait été blessé, et Rago répondit qu'il avait été attaqué par un autre mono. Jiro demanda comment cela était arrivé,
et Rago répondit qu'il n'en avait pas une bonne idée. Il savait seulement qu'il avait été profondément endormi pendant longtemps, et qu'il avait été réveillé de son sommeil pour se retrouver complètement encerclé. Il voulait son aide, mais Rago refusa, alors ils s'allièrent contre lui et le battirent à 2 doigts de la mort. Jiro demanda pourquoi il ne les avait pas aidés puisqu'ils étaient aussi des mononoques, mais Rago répondit qu'il détestait les créatures comme ça, des parasites qui cachent leur faiblesse en se cachant derrière quelqu'un de plus fort. Cela fit écho en Jiro, tandis que Rago affirma qu'il ne le croyait probablement même pas, donc cela n'avait pas d'importance. Jiro accepta que pour l'instant tout cela n'avait aucun sens pour lui, mais cela ne signifiait pas qu'il ne croyait pas Rago. Il affirma qu'il pouvait parler aux animaux, ce qui était déjà assez étrange, donc il n'avait pas besoin de croire en quelque chose d'aussi bizarre qu'un mononoke. Plus tard dans la soirée, Jiro donna un bon bain à Rago pour s'assurer qu'il était propre et remarqua que les blessures de Rago étaient déjà complètement guéries. Il affirma que maintenant il croyait que Rago n'était définitivement pas un chat ordinaire, parce qu'avant il pensait que le chat disait des bêtises, comme beaucoup de gens le font quand ils sont en train de mourir. Il affirma que Rago lui rappelait son vieux chien Naché, même s'ils étaient complètement opposés en termes de personnalité, car Naché était un très bon chien. Il raconta qu'à l'époque, il se faisait souvent harceler et rentrait à la maison avec des éraflures et des coupures. Naché lui demandait de l'aider à prendre un bain, et en faisant cela, Jiro oubliait tout ce qui s'était passé pendant la journée et se détendait à nouveau. Plus tard dans la nuit, Jiro alla se coucher, et vers minuit, Rago se leva sur la fenêtre et dit au revoir à Jiro, affirmant qu'il lui devait la vie, mais qu'en ce moment, il devait partir. Rago sauta de la fenêtre et réalisa que même si ses blessures étaient guéries, il n'avait pas encore la même force qu'avant. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, Jiro apparut derrière lui en bâillant et demanda où Rago allait. Cela fit une peur bleue à Rago, qui demanda comment diable il avait pu descendre si vite. Jiro ne prit pas la peine de répondre, cependant, et demanda où Rago pensait aller dans cet état. Rago affirma que cela ne le regardait pas, et Jiro répondit que c'était lui qui l'avait sauvé. Rago répondit qu'il n'avait jamais demandé à être sauvé, que Jiro avait tout fait de son propre chef, et qu'en plus, il n'aurait pas regretté de mourir là-bas dans la forêt. Jiro demanda pourquoi il disait cela, et Rago répondit à nouveau que cela ne regardait pas Jiro. Jiro s'énerva et affirma qu'il ne laisserait pas Rago partir tant qu'il n'aurait pas de réponse, mais cela mit Rago en colère, qui se retourna en dégageant une énergie démoniaque et dit à Jiro de la fermer et d'aller se rendormir avant qu'il ne transforme sa trachée en griffoir personnel. Il dit à Jiro qu'il ne devait pas oublier qu'il était un mononoke, un spectre mangeur d'humains, donc il serait préférable qu'il s'éloigne de lui dès que possible. Jiro fut choqué d'entendre cela, et à ce moment, une autre voix les interrompit. Jiro se retourna et aperçut un homme immense debout dans la cour à côté d'eux. Rago réalisa qu'il avait manqué son occasion de s'enfuir, tandis que Jiro se retourna pour faire face à l'homme immense et demanda s'il aimait entrer dans les maisons des autres sans y être invité. L'homme affirma que Jiro devait la fermer, car il allait bientôt être dévoré. Sur ce, il transforma son bras en un bras démoniaque et tenta de briser Jiro en deux, mais Rago fit un dropkick pour écarter Jiro du chemin et s'enfuit dans la forêt, forçant l'énorme mononoke à le poursuivre. Jiro était trop choqué pour bouger, tandis que Rago essayait de distancer la bête qui le poursuivait, sachant qu'il devait juste prendre de la distance. Mais à cause de ses blessures, il n'était pas à pleine force, et l'énorme mononoke le frappa en plein vol pour le plaquer au sol. Le mononoke rit de Rago, affirmant qu'il n'était pas très impressionné par la légendaire étoile du destin, et lui dit de venir calmement avec lui, car il ne voudrait pas tuer un autre mononoke. Rago s'énerva et se mit à dégager une énergie démoniaque en affirmant que tout ce qu'il voulait, c'était obtenir ses pouvoirs, alors s'ils étaient prêts à les payer de leur vie, ils étaient les bienvenus pour l'emmener. Les deux démons se préparèrent pour un affrontement, mais juste au moment où ils allaient s'attaquer, Jiro apparut de nulle part avec son épée et trancha le bras de l'homme, le forçant à reculer tandis qu'il se mettait à saigner. Rago était choqué et demanda à Jiro s'il avait une envie de mourir, lui disant de s'enfuir. Jiro affirma que si Rago mourait maintenant, alors tout ce qu'il avait fait pour le sauver serait vain, et il ne laisserait pas cela arriver. Rago lui dit avec colère de s'éloigner, car ce n'était pas une bagarre de rue entre garçons, mais il était trop tard maintenant. Le démon géant s'énerva et se transforma en un monstre bizarre qui ressemblait à un Bigfoot. L'énorme monstre fut étonné que Jiro ne semble pas impressionné par sa taille immense ni par le fait qu'il soit un démon mangeur d'humains, alors il attaqua Jiro directement pour voir ce qu'il pouvait faire. Rago pensa que Jiro était fini, mais à sa grande surprise, Jiro réussit à s'échapper et apparut derrière lui avec une épée. Ce que Jiro n'avait pas prévu, c'est que le monstre soit si rapide, car il apparut derrière Jiro en plein vol et le transperça avec son doigt, en faisant une brochette. Jiro se mit à cracher du sang, mais il essaya quand même de balancer son épée, cependant, le monstre était trop rapide et l'esquiva à nouveau. Jiro tomba au sol dans une flaque de son propre sang, et la vie commença à quitter ses yeux. Rago s'approcha de lui, complètement abasourdi, pensant à quel humain étrange était Jiro.
Il avait sauvé un Mononoke sans raison et était prêt à donner sa vie pour sauver une bête qui le mangerait dès qu'elle en aurait l'occasion. Le monstre Bigfoot rit de Jiro et dit à Rago qu'il n'avait dû rien manger depuis un moment et qu'il devait avoir faim, alors il devrait manger l'humain pour retrouver ses forces afin qu'il puisse avoir un meilleur combat. Rago se retourna avec de la colère dans les yeux et dit au Mononoke de la fermer, affirmant qu'il allait bientôt mourir. Sur ce, il pensa à comment il pourrait manger Jiro et retrouver toute sa force, mais il ne le ferait pas après ce que Jiro avait fait pour un Mononoke. Au lieu de cela, Rago rassembla toute sa puissance spectrale et la déversa dans Jiro, sacrifiant sa propre forme pour sauver la vie de Jiro. Le monstre fut horrifié et hurla à Rago, lui demandant comment il avait pu donner ses pouvoirs à un humain, mais Rago lui dit de se taire, et Jiro se releva une fois de plus. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais Rago lui dit de se concentrer sur le combat pour l'instant. Il esquiva les attaques continues du monstre tandis que Rago lui disait de se préparer à attaquer. Jiro affirma qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse faire quoi que ce soit à ce monstre, mais Rago lui dit de ne pas s'inquiéter et de simplement frapper le Mononoke au bon moment. Jiro crut en lui et synchronisa parfaitement le timing. Avec les pouvoirs de Rago, il anéantit complètement le monstre, le déchirant en 2 morceaux et le tuant. Mais avant qu'il puisse comprendre ce qui lui était arrivé, une femme lui planta un couteau sur la gorge et lui dit de ne pas bouger. Soudain, un type apparut en fumant une cigarette et lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils n'étaient pas des Mononoke, mais de simples fonctionnaires du département de l'espionnage. Il affirma qu'il plaçait Jiro en détention, mais Jiro essaya de répliquer et reçut immédiatement un coup à l'arrière de la tête de la part de la femme, qui l'assomma. Les soldats, habillés comme des Stormtroopers, commencèrent à se disputer entre eux sur qui s'occuperait du corps inconscient de Jiro, car ils avaient peur de lui, mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, la femme qui avait braqué son couteau sur Jiro décida de régler la situation en traînant Jiro par la jambe, comme s'il s'agissait d'une carcasse qu'elle venait d'abattre. Pendant ce temps, Jiro était perdu dans ses rêves, où il se retrouva dans une zone complètement blanche et aperçut Rago debout devant lui, ressemblant à une brume. Rago affirma que Jiro avait lui-même un énorme trou béant dans la poitrine, ce qui confondit Rago jusqu'à ce qu'il baisse les yeux et aperçoive un énorme trou. Mais avant qu'il ne puisse s'inquiéter, il finit par ouvrir les yeux et se retrouva dans un lit d'hôpital. Avec un mal de tête, il s'assit sur le lit et vérifia sa poitrine pour s'assurer qu'il n'y avait pas de trou. Une voix le surprit, la fille qu'il avait ramenée était assise à côté de lui sur son téléphone, faisant défiler des vidéos, et dit à Jiro qu'il avait dormi plus d'1 jour et demi et se présenta comme Ikai. Avant que Jiro ne puisse poser d'autres questions, elle appela directement son supérieur et l'informa que Jiro s'était réveillé et semblait assez lucide pour avoir une conversation. À ce moment-là, elle fut distraite quand une brume noire s'échappa de Jiro et prit la forme d'un chat sur le dessus de sa tête. Jiro était agacé que Rago soit assis sur sa tête, et les deux recommencèrent à se disputer, tandis que la fille essayait de les calmer tous les deux, affirmant que c'était un hôpital. Un peu plus tard, le supérieur entra dans la chambre d'hôpital et réussit enfin à les calmer tous les deux avant de dire à Jiro qu'il était un garçon coriace, car aucun homme normal n'aurait survécu à ce qu'il avait subi. Sur ce, il se tourna vers Rago, qui ressemblait à un esprit sombre, et lui demanda comment il se sentait, mais Rago était beaucoup plus méfiant envers ces gens et dit à l'homme de s'occuper de ses affaires s'il tenait à sa vie. L'homme réalisa que Rago était beaucoup plus prudent qu'il ne l'avait anticipé et ne lui faisait pas confiance, mais en même temps, il ne semblait pas non plus vouloir causer de réels dommages. Pour gagner leur confiance, l'homme décida de faire un tour de présentation formelle et se présenta comme Sheba du bureau de l'espionnage. Jiro intervint, affirmant qu'il savait pour qui il travaillait, car il l'avait déjà dit avant. Ce que Jiro voulait savoir maintenant, c'est pourquoi ils avaient été pris en charge par eux. Sheba fut surpris que Jiro se souvienne de tout cela même après avoir reçu un coup sur la tête. Il se tourna vers lui et demanda s'il savait quelque chose sur un groupe appelé Aniwabin. Jiro leva un sourcil, car il avait entendu son père en parler, et répondit qu'il savait qu'ils existaient à l'époque du shogunat d'Edo et qu'ils étaient des agents secrets choisis par le shogun lui-même. Sheba fut honnêtement surpris que Jiro sache tout cela et répondit que leur travail ne s'était pas arrêté à l'époque d'Edo. En fait, ils avaient été transmis à travers le temps jusqu'à nos jours, où ils étaient connus sous le nom de bureau de l'espionnage. Il affirma que la collecte de renseignements et de contre-renseignements dans leur propre pays et à l'étranger était leur pain quotidien, et de plus, leur travail consistait également à trouver et détruire les Mononoke. Il continua en disant que les Mononoke créaient rarement de grands incidents, et que les grands incidents étaient généralement causés par les humains eux-mêmes, donc la plupart du temps, leur travail tournait autour de la garde de VIP et de l'enquête sur des organisations dangereuses. Sheba affirma que son département spécifique se concentrait sur les Mononoke, ce qui signifiait qu'ils n'avaient généralement pas grand-chose à faire, mais récemment, leur installation avait été attaquée par une bande de Mononoke, et le Rago qui se trouvait maintenant à l'intérieur du corps de Jiro avait été scellé dans cette installation. Jiro réalisa que c'était ce que Rago entendait par « je dormais profondément et j'ai été réveillé brusquement ». Sur ce,
Sheba affirma que c'était maintenant à son tour de poser des questions et demanda comment exactement Jiro avait fini avec Rago en lui. Jiro leur raconta toute l'histoire, et la fille Ikai était au-delà du choc. Elle demanda à quel point Jiro pouvait être stupide pour fourrer son nez dans des affaires qui ne le concernaient pas et ensuite essayer de sauver un Mononoke. Jiro répliqua en lui disant de la fermer, car elle n'était pas là et ne connaissait pas la situation. Sheba interrompit leur dispute et dit à Jiro qu'il savait peut-être déjà cela, mais que la fusion de Rago avec lui pourrait être permanente, et qu'il n'y aurait peut-être aucun moyen de les ramener à leur état normal, mais en même temps, il devait essayer de voir ce qu'il pouvait faire et obtenir plus d'informations. De plus, il savait que la bande de Mononoke voulait Rago, mais il ne savait pas exactement pourquoi, donc le bureau placerait Jiro sous sa protection pour le moment. Jiro n'aima pas la tournure des choses, mais Sheba affirma qu'il n'avait pas vraiment le choix, car une plainte pour personne disparue avait déjà été déposée pour lui. Il affirma que Jiro serait transféré dans un autre établissement le lendemain et l'avertit que l'hôpital avait de nombreux gardes, donc tenter de s'échapper serait complètement inutile. Jiro était assis seul dans sa chambre d'hôpital, s'ennuyant à mourir, se demandant s'il serait toujours coincé dans une réclusion solitaire comme ça. Rago rit, affirmant qu'il avait averti Jiro de ne pas s'impliquer, mais qu'il n'avait pas écouté. Il affirma que c'était le bureau qui l'avait scellé, donc il n'allait pas traiter Jiro comme un humain, et de plus, les Mononoke qui voulaient utiliser les pouvoirs de Rago étaient toujours là, et ils ne resteraient pas les bras croisés, ils essaieraient sûrement d'atteindre Jiro. Mais avant même que Rago ne puisse finir, Jiro commença à faire une colère et se leva du lit, disant à Rago de se préparer, car ils allaient s'évader d'ici. Il affirma qu'il n'allait pas rester assis et laisser quelqu'un d'autre dicter ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Rago affirma qu'il y avait des gardes qui attendaient devant la chambre et qu'il n'allait pas aider Jiro à sortir d'un autre pétrin qu'il avait créé. Jiro affirma qu'il gérerait tout seul et regarda les corbeaux assis devant la fenêtre. Devant la chambre, 2 agents spéciaux étaient postés pour surveiller tout quand soudain ils entendirent un vacarme venant de l'intérieur, alors ils ouvrirent la porte seulement pour être attaqués par une volée de corbeaux sur ordre de Jiro. Jiro s'enfuit devant eux et s'échappa de l'hôpital vers sa liberté. Au coucher du soleil, il était sur un pont un peu éloigné de l'hôpital, remerciant les corbeaux pour leur aide et leur donnant un sac en plastique de friandises en échange de leur aide. Sur ce, Jiro retourna chez lui pour retrouver son père, mais son père finit par le trouver à la place, juste devant sa maison. Jiro essaya de trouver une excuse, mais son père ne répondit pas et lui dit de le suivre. Jiro marcha derrière son père, qui le mena sur un terrain vague, et quand Jiro demanda pourquoi diable il l'avait emmené ici, il reçut un coup de poing au visage qui l'envoya au sol. Jiro s'excusa d'avoir disparu pendant 2 jours, mais son père affirma que Sheba lui avait tout raconté et comment il avait été pris par le bureau de l'espionnage. Il affirma qu'il ne pouvait pas croire que son propre fils était fusionné avec un Mononoke. Jiro fut surpris et demanda comment diable il savait tout cela, et son père répondit qu'il savait tout parce qu'il avait lui-même été un membre du bureau de l'espionnage. Soudain, Rago sortit de Jiro sous sa forme spectrale, affirmant qu'il avait senti quelque chose d'étrange chez le vieil homme et son intention meurtrière, et qu'il savait maintenant pourquoi il se sentait ainsi. Le vieil homme répondit qu'il n'allait pas laisser le bureau ou un Mononoke l'exploiter, donc au lieu de cela, il allait tuer Jiro et Rago avant de se suicider également. Sur ce, il commença à se mettre en position de combat, tandis que Jiro ne savait pas quoi faire. Son père explosa en mouvement et tenta de porter un coup de pied en hache, mais Jiro l'esquiva. Cela ne suffit pas, car le vieil homme combla la distance avant que Jiro ne puisse réagir et enchaîna une combinaison de coups de poing que Jiro ne put bloquer. Il tomba à nouveau au sol, saignant de la bouche et respirant difficilement, tandis que le vieil homme affirma qu'il avait appris à Jiro assez pour l'autodéfense et qu'il devait encore le former pour devenir un guerrier accompli, mais ce rêve resterait un rêve. Sur ce, il explosa en mouvement et sauta pour achever Jiro, mais Rago intervint et utilisa sa griffe spectrale pour bloquer l'attaque et repousser le vieil homme. Il dit à Jiro que le vieil homme avait vraiment l'intention de le tuer, donc il devait commencer à prendre ça au sérieux. Jiro s'énerva, cependant, et dit à Rago de ne pas sortir avant qu'il ne le lui dise. Il pensa au temps où il était jeune et grimpait à un arbre pour sauver un chaton mais ne savait pas comment redescendre. Son père était toujours là pour le rattraper au cas où les choses tourneraient mal. Il se faisait gronder, mais son père était toujours là. Le vieil homme le regarda d'un air menaçant, affirmant que pendant des années, il avait combattu ses semblables et les Mononoke dans le royaume des ombres, un royaume qui était l'enfer lui-même, et il avait fait tout son possible pour éloigner Jiro de cela, mais maintenant il avait renversé son plan en se mêlant de choses qu'il n'aurait pas dû. Jiro sourit, affirmant qu'il n'avait aucun regret, et promit de se sortir de cette situation par lui-même. Le vieil homme s'énerva et se précipita sur lui pour porter un coup de poing, mais au lieu de l'esquiver, Jiro utilisa sa tête pour heurter le poing et essayer de ralentir l'élan. Cependant, le vieil homme était trop fort, et Jiro fut projeté en arrière. Heureusement, il retrouva son équilibre en plein air et se releva une fois de plus, le sang coulant sur son front. Le vieil homme réalisa que Jiro ne reculerait pas même s'il mourait et décida qu'il ne pouvait rien y faire. Il admit sa défaite,
affirmant que c'était lui qui manquait de détermination, avant de quitter le terrain. À la tombée de la nuit, Jiro était de retour dans son bain chaud, profitant d'un moment de détente, quand Rago lui dit de ne pas courir si vite vers la mort, car alors sauver la vie de Jiro serait complètement vain. Jiro sourit et appela Rago son partenaire, affirmant que maintenant ils étaient ensemble dans cette aventure. Pendant ce temps, le vieil homme reçut un appel de Sheba, qui le remercia et affirma qu'il s'était inquiété quand Jiro s'était échappé de l'hôpital, mais s'il était chez lui, alors tout devrait bien se passer. Il affirma qu'ils allaient envoyer une voiture le lendemain pour chercher Jiro, car il allait désormais faire partie d'eux, quelqu'un dont ils avaient désespérément besoin. Le lendemain matin, Jiro se réveilla tôt pour préparer ses affaires, tandis que Rago lui demandait s'il pensait que c'était une bonne idée. Jiro, en revanche, ne semblait pas être du genre à trop réfléchir, mais Rago l'avertit qu'il n'avait aucune idée de qui étaient ces gens, et que maintenant qu'il avait aussi les pouvoirs de Rago, il était unique en son genre, et il n'avait aucune idée de ce que ces gens pourraient ou ne pourraient pas lui faire. Jiro ricana, demandant si Rago développait un faible pour lui, mais Rago lui dit immédiatement de la fermer. Au moment où il eut fini de préparer ses affaires et descendit pour retrouver son père, Ikai arriva, l'air contrarié, affirmant qu'elle était là en tant que garde et chaperon pour s'assurer qu'il ne ferait rien d'idiot comme s'enfuir. Elle lui montra que le camion de la société attendait dehors et qu'il monterait à l'arrière avec elle. Jiro fut agacé par la façon dont elle le regardait comme s'il était un insecte et se retourna pour dire au revoir à son vieux père avant de partir avec Ikai. Son père lui dit de ne pas mourir, et Jiro lui dit que ce n'était pas si facile de le tuer avant de quitter sa maison pour commencer son nouveau voyage. Dès qu'ils furent dans le camion et qu'il commença à bouger, Ikai passa une paire de menottes à Jiro, le surprenant alors qu'il demandait pourquoi diable il était traité comme un prisonnier. Ikai se demanda tout haut pourquoi diable elle avait eu le job d'escorter cet idiot et affirma qu'il se sentait comme un prisonnier parce qu'il était essentiellement un prisonnier. Jiro était confus et demanda de quoi diable elle parlait. Ikai répondit que le bureau était une agence créée pour combattre les mononoques, et qu'en ce moment, il était à moitié humain et à moitié mononoque, donc techniquement, il n'était rien d'autre qu'un mononoque prisonnier pour eux. Elle affirma qu'elle n'avait aucune idée de ce que les supérieurs voyaient en lui pour allouer autant de ressources sur lui, mais elle prenait son travail très au sérieux et ferait tout ce qui devait être fait. Jiro la regarda et affirma qu'il était gentil avec elle juste parce qu'elle était une fille, et que si elle avait été un gars, il aurait déjà réglé ça. Cela l'énerva, et elle frappa la paroi du camion juste à côté de son visage, créant une bosse et lui faisant peur. Elle lui dit qu'il y avait deux choses qu'elle détestait le plus, numéro 1, les mononoques, et numéro 2, les prétentieux sexistes comme Jiro. Elle lui dit que pour elle, il n'existait même pas, donc il ferait mieux de la fermer pour qu'elle puisse travailler en paix. À ce moment, Rago apparut à côté de Jiro, disant à la fille de la fermer, car il essayait de faire une sieste, mais visiblement, les deux n'allaient pas le laisser dormir. Il regarda la fille, affirmant que le bureau devait vraiment manquer de personnel s'ils envoyaient juste une fille pour les garder. Ikai le regarda avec dégoût et lui dit qu'elle ne parlait pas à de sales mononoques, mais Rago continua, affirmant qu'elle avait d'autres problèmes à régler en ce moment. Pendant ce temps, les deux conducteurs qui conduisaient le camion commencèrent à entrer dans une zone qui semblait couverte d'un épais brouillard. L'un d'eux se demanda pourquoi il y avait tant de brume ici, mais le conducteur affirma qu'il se dirigeait vers une montagne et que la brume devait venir de là. Soudain, le conducteur aperçut quelqu'un debout dans le brouillard au milieu de la route. Il se tourna pour dire à l'autre gars à côté de lui, mais au moment où il tourna la tête, il vit qu'un homme avec des lunettes bizarres avait arraché la tête du corps de son ami. À l'arrière du camion, ils entendirent soudain un cri et une secousse violente qui les projeta complètement tandis que les lumières se mirent à clignoter. Ikai réalisa que quelque chose avait horriblement mal tourné. Elle se leva et dit à Jiro de rester dans le camion pendant qu'elle allait enquêter, et Jiro essaya de protester, mais elle ferma la porte et sortit. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'ils étaient entrés dans une zone de brume spectrale. Elle commençait à se demander comment elle avait pu faire une si grosse erreur quand soudain elle entendit une voix derrière elle et aperçut l'homme aux lunettes bizarres assis sur le dessus d'une créature géante ressemblant à un homme, dévorant les deux conducteurs. Il affirma qu'il était assez excité pour cette mission, espérant avoir un bon affrontement contre le bureau, mais tout ce qu'il avait eu, c'était deux conducteurs inutiles et un garde, mais une femme. Ikai s'énerva, marmonnant que tous les hommes étaient misogynes et des prétentieux sexistes, avant de taper sur sa montre et de se transformer en uniforme de combat, qui ne semblait pas très différent de son look normal, pour être honnête. Le garçon aux lunettes s'excita enfin et dit aux gros idiots d'arrêter de mâcher comme un imbécile car ils avaient un combat à mener. Soudain, le brouillard les enveloppa à nouveau, et ils se transformèrent en leur forme mononoque. Ikai sortit immédiatement son arme et se mit à tirer comme si elle était dans un lycée américain, mais le géant ne semblait pas affecter le moins du monde, car il bloqua simplement tout avec ses bras. Pendant ce temps, l'autre type profita de la distraction pour l'attaquer par derrière. Elle réussit à esquiver mais fut projetée vers le géant, alors elle sortit rapidement son couteau et le planta dans le poing du géant, se sauvant à peine tout en essayant de le trancher également.
Elle atterrit sur ses pieds et réalisa que ce ne serait pas facile, car elle était face à deux Mononoke et que les deux semblaient avoir leur propre capacité spéciale. Elle réalisa que le géant était un idiot et n'utilisait pas vraiment son cerveau, mais il était dur comme de la pierre. Pendant ce temps, le plus mince était le cerveau de l'opération. Pendant qu'elle pensait à tout cela, le Mononoke plus mince apparut derrière elle et la frappa directement dans le camion. À l'intérieur, Jiro sentit le choc de l'impact d'Ikai contre le camion et se demanda ce qui se passait dehors. Rago affirma qu'ils étaient attaqués par un Mononoke. Il continua que pendant que Jiro bavardait avec cette fille, Rago avait senti qu'ils étaient entrés dans une zone spectrale. Jiro n'avait aucune idée de ce dont il parlait, alors il simplifia pour Jiro et lui dit que la zone spectrale était essentiellement une zone séparée de la dimension humaine et qui était le royaume des Mononoke. Jiro ne comprit toujours pas vraiment mais dit à Rago de l'aider à sortir de ses menottes pour qu'il puisse sortir aider la fille. Rago lui dit qu'il ne pouvait pas faire ça, car ces menottes étaient des outils spécialisés utilisés pour bloquer l'énergie spectrale, donc il ne pouvait rien faire pour le moment. Jiro s'énerva et affirma qu'il ferait enlever les menottes par Ikai, mais Rago affirma qu'il devrait juste laisser le bureau et le Mononoke se battre pendant qu'ils se sauvaient, car pour tous les deux, Jiro n'était rien d'autre qu'un morceau de viande à utiliser et à expérimenter, alors pourquoi s'impliquerait-il ? Jiro affirma qu'il y avait une personne qui se battait dehors pour leur sécurité et qu'il ne pouvait pas se considérer comme un homme s'il restait assis à ne rien faire. À ce moment, la conversation fut interrompue par le géant qui frappa l'arrière du camion, le fendant en deux, ce qui projeta Jiro en l'air. Le Mononoke mince sauta sur le camion et regarda Jiro, affirmant que pour une raison quelconque, on lui avait dit de le ramener vivant, mais qu'il s'en moquait pas mal. Il donna tout de même 10 secondes à Jiro pour décider s'il se rendait pacifiquement ou devenait leur nourriture. Jiro se tourna immédiatement vers Ikai et lui dit de le détacher, mais Ikai refusa. Jiro s'énerva, la traitant de folle, mais le Mononoke mince affirma que les 10 secondes étaient écoulées et qu'il allait maintenant être dévoré, qu'il le veuille ou non. Jiro dit à nouveau à Ikai de lui enlever ses menottes, et la situation tendue lui rappela son enfance aux funérailles de sa propre mère, morte en défendant des gens contre des Mononoke pour le bureau. Elle se souvint comment elle avait promis à son père qu'elle commencerait l'entraînement à partir de ce jour-là et rendrait fière sa mère et lui. Jiro la sortit de ses pensées en lui disant qu'il savait qu'elle voulait accomplir son devoir parfaitement, et qu'en ce moment, cela signifiait le libérer de ses menottes, alors que le géant s'apprêtait à attaquer à nouveau. Ikai prit une profonde inspiration et le libéra des menottes, libérant tous ses pouvoirs. Jiro sauta immédiatement en l'air et, avec les pouvoirs de Rago, porta un coup de poing si puissant que le gros disparut complètement de la terre. Le type mince fut choqué de voir ses pouvoirs, et Ikai en profita, apparaissant derrière lui et le taillant en pièces avec sa lame. Jiro se releva et dit à Ikai qu'elle s'était battue pour eux et qu'il s'était battu pour l'aider, donc ils étaient quittes. Ikai le regarda avec un peu plus de respect et affirma que maintenant que le camion avait disparu, ils n'avaient pas vraiment le choix de faire le reste du chemin à pied. Il leur fallut une journée entière avant d'atteindre le quartier général. Le lendemain matin, Jiro se réveilla près du quai et se brossa les dents en réfléchissant à tout ce qui lui était arrivé en une seule semaine. Il avait découvert l'existence des Mononoke, avait été attaqué 2 fois par eux, et maintenant il était là. Ses pensées furent interrompues par Sheba, qui demanda à Jiro comment il se plaisait ici. Jiro affirma qu'il n'avait pas eu un seul moment pour lui, car il était toujours surveillé, mais Sheba affirma que c'était pour la sécurité de lui-même et de l'organisation. Il affirma que c'était le quartier général de la 2e escouade, dans laquelle il commencerait également à travailler en tant qu'agent, et leur groupe allait s'appeler Black Torch. Jiro n'était pas très intéressé par tout cela, et Sheba se demanda comment le faire travailler en équipe avec eux. Soudain, une voiture arriva, et une jeune femme en sortit, leur souhaitant le bonjour. Sheba la présenta comme le chef adjoint nommé Anna, et en plus de cela, un autre jeune homme désespéré, à peu près du même âge que Jiro, sortit également de la voiture, chantant pour Anna et parlant de son incroyable talent. Sheba affirma que le gars s'appelait Ray. C'était aussi une recrue qui les rejoignait, mais il venait d'une famille d'espions notables, tout comme Ikai. Jiro n'aima pas du tout son allure. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, Ray s'approcha d'Ikai et la trouva belle, ce qui la fit rougir, tandis qu'il regarda Jiro avec dégoût, demandant comment diable un inconnu comme lui avait pu entrer dans son unité. Jiro se leva, et la situation commença à s'échauffer quand Sheba leur dit que c'était le moment idéal et organisa un combat entre eux. Ils sortirent de l'entrepôt et se préparèrent pour un affrontement afin de prouver qui était le vrai homme du groupe. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.